Le truc, c'est qu'au fond, en fait, ce film aurait été meilleur si Gemma Arterton avait vraiment pris le rôle. Quoique, parce que... On aurait vu son cul aussi, tu crois? Ouais, non, je sais pas, Michael Bay, ça m'étonne de... aurait été un petit peu offensante, je pense. Ouais. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Clone Web, l'émission. Après un mois d'absence, dû à une actualité parasitée par le Festival de Cannes et par des obligations personnelles, et je peux vous dire que vous nous avez manqué, nous voici de retour pour sauter à pieds joints dans cette fameuse période de l'été, toujours riche en blockbusters plus pété de boursoufles les uns que les autres. Et si cette QV 2011 s'annonce carrément débordante en gros films qui tâchent, nous allons la commencer doucement mais sûrement, en parlant certes de l'un des plus gros représentants de la saison, mais aussi d'autres films qui n'ont, et c'est bien dommage, pas le tiers de l'exposition de ces productions estivales luxueuses. Hey, just for the record, I'm not interested. Cela n'empêche pas nos trois films du mois d'avoir certains traits en commun, du moins celui prouvant que, une fois encore, les apparences sont souvent trompeuses. L'habit ne fait pas le moine, comme vous allez le voir, au travers d'une sélection éclectique dans laquelle chacun devrait tout de même trouver son compte, c'est bien là le plus important. Halte aux idées préconçues donc, puisque par exemple, ce n'est pas parce qu'on est une jeune adolescente toute frêle et mignonne qu'on ne peut pas refaire le portrait du premier emmerdeur venu. Vous allez voir aussi qu'un film d'horreur sortant directement en DVD, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément une daube. Et plus incroyable encore, un film de Michael Bay, ça peut être divertissant et plaisant à suivre sans avoir pris de substances illicites auparavant. Quoique... Bref, préparez-vous à être étonnés car certaines de vos croyances risquent d'être mises en tort. You're dead. Right now. I've killed you. You were half asleep. Pour nous excuser de l'absence d'émission en mai, oui je sais c'est triste, quoi de mieux que de commencer par une avant-première en exclusivité s'il vous plaît, puisque le film dont nous allons vous parler ne sortira pas sur les écrans français avant le mois de juillet. Vous aimez les personnages en marge de la société, les histoires d'espionnage et les règlements de compte à travers le globe, ça tombe bien puisque avec Anna, vous allez être servi. Si le projet vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, puisque le moins que l'on puisse dire, c'est que le film aura mis du temps à se monter. Scénario écrit par le scénariste Seth Lockhead pour la première fois en 2006 et traînant dans les arrière-chambres d'Hollywood, Anna aura attendu plusieurs années et versions avant d'être porté à l'écran. Finissant par être proposé à n'importe quel réalisateur disponible, ce projet aurait vu défiler de grands noms tels que Danny Boyle ou Alfonso Cuarón, sans pour autant donner suite. C'est grâce à l'actrice Saoirse Ronan que Anna repartira de plus belle, puisque l'adolescente conseilla au studio soutenant le projet d'inviter le réalisateur Joe Wright pour le diriger jusqu'au film que l'on connaît aujourd'hui. Un choix d'autant plus surprenant de la part du réalisateur que celui-ci nous était connu pour ses fresques romantiques, qui étaient Orgueil et Préjugés et Reviens-moi, avant son insupportable soliste, dans lequel Jamie Foxx en faisait des caisses pour avoir une nouvelle nomination à l'Oscar. D'ailleurs, il l'a même pas eu. Malgré leurs apparences de romance à l'ancienne pour mignonne, et non je ne dis pas ça parce que Keira Knightley tenait le premier rôle, ces deux premiers films d'époque avaient permis à Joe Wright de démontrer de vrais talents de metteur en scène, qui ne demandaient qu'à exploser dans un projet plus ambitieux, ce à quoi Anna répond à la perfection. Le film suit en effet le parcours d'une jeune fille élevée en Antarctique par son père ex-membre de la CIA. Éduquée loin de la société contemporaine et entraînée à survivre en terrain hostile, l'adolescente, comparable à une machine à tuer, va alors être lâchée du jour au lendemain dans le monde moderne, devant faire face à une agent de la CIA bien déterminée à mettre la main sur elle. Si le script du film contient les prémices d'un thriller contemporain dans la trempe d'un Jason Bourne, il n'emporte pas moins la marque d'un réalisateur qui n'a pas manqué d'y apporter sa touche, en approfondissant considérablement le personnage d'Anna et en y amenant une dimension plus littéraire, en construisant le tout comme un conte de fées moderne, froid et quasiment fantastique. Sous ses allures de film d'action bourré d'adrénaline, Anna s'avère être le parcours atypique d'une jeune fille en décalage, qui va vivre un voyage initiatique, la libérant de sa condition initiale, tout en la confrontant à de nombreux dangers. Certes, il faut bien admettre que les principales limites du film viennent de son scénario, les protagonistes secondaires étant tous des rôles-fonctions, dont le but est de faire appel à un moment ou à un autre à une caractéristique précise de l'héroïne.
À titre d'exemple, Cate Blanchett n'est là que pour camper la menace principale aux allures de grands méchants loups, avec une caractérisation pour le moins rapide et explicite, tandis que la famille que rencontrera Anna durant son périple n'a d'autre but que de lui faire découvrir la sociabilité et l'amitié de manière pour le moins simple. Ces failles restent en même temps rattrapées par le cœur du sujet, puisque l'intérêt principal de cette histoire reste Anna, dont le parcours touchant et l'attitude fascinante fonctionnent à plein régime tout du long, et ce grâce à une écriture plutôt maligne, et surtout par l'interprétation habitée de l'actrice Saoirse Ronan. Elle s'appelle quand même Chercher. Va chercher Ronan. Celle que l'on avait vraiment découvert dans Lovely Bones montre qu'elle n'a pas démérité sa nomination à l'Oscar pour Reviens-moi et fait preuve d'un jeu absolument hallucinant en crevant l'écran à chaque apparition par son aura mystérieuse et son comportement étrange, lui donnant par moments des airs de freak. Bien loin d'un traitement fun à la Kick-Ass, dans laquelle la jeune hit girl découpait ses adversaires dans une atmosphère se voulant fun et décontractée, le film n'oublie jamais de marquer le paradoxe entre l'innocence juvénile de cette adolescence et ses actes monstrueux, comme lorsqu'elle abat quiconque se met en travers de son chemin. Face à une telle interprétation, le film portait déjà les graines d'une belle réussite malgré certaines faiblesses vis-à-vis de la linéarité relative du scénario. Et si le personnage d'Anna et ses aventures sont aussi mémorables, c'est surtout pour le travail d'un réalisateur mettant tout en œuvre pour épouser son personnage, de façon à ce que celui-ci transcende la forme du récit. Cela se traduit par un excellent travail de mise en scène, Joe Wright n'hésitant pas à partir dans certaines expérimentations visuelles et sonores, lors de véritables éclats de réalisation à la perception tout à fait grisante. Ceux qui ont vu Reviens-moi se souviennent encore de l'incroyable plan séquence qui suivait James McAvoy sur une plage suite à un débarquement militaire, et retrouvons la même force filmique avec une scène du même type dans laquelle Eric Bana sort d'une gare et tente de semer des agents à ses trousses. Outre les réussites formelles de ce type, c'est dans des choix plus radicaux et extrêmes que le film tire son épingle du jeu. D'abord, l'ambiance assez fantastique du film se retrouve tout du long par des décors magnifiques, allant des forêts enneigées de l'Antarctique au désert marocain, en passant par une fête foraine abandonnée dont l'imagerie ne cessera de faire référence au caractère bizarrement mirifique de l'histoire. Mais cette atmosphère va bien plus loin grâce à la musique géniale des Chemical Brothers, dont la variété des inspirations et des genres explorés se retrouve dans une bande-son uluberlue, aux sonorités tantôt douces et tantôt frénétiques, le tout transpirant la complexité de cette fée curieuse. Cette musique ne sert pas seulement à apporter un cachet supplémentaire au long métrage, mais se retrouve au cœur de la mise en scène lorsque Joe Wright la met en symbiose parfaite avec un montage libéré à la rythmique ciselée livrant de très loin les meilleures scènes du film. Le plus bel exemple de ce mariage unique reste la scène d'évasion d'un complexe militaire surprotégé, dans laquelle l'agressivité des beats du duo chimique est mise en parallèle avec les éclairages fous du lieu et un découpage usant de l'architecture pour mieux jouer sur la dynamique de l'ensemble. Le résultat en est ébouriffant et scotche littéralement le spectateur sur son siège, tant ces passages parviennent à retranscrire intactes les sensations vécues par Anna, nous immergeant la tête la première avec elle pour partager l'urgence de l'instant et pour soigner une identification immédiate. D'ailleurs, la bande-son a beau ponctuer le long métrage de nombreuses sonorités discrètes pour souligner les états d'âme de la jeune fille, qu'on a tout de même tendance à penser qu'elle est presque sous-utilisée, par un message ne la mettant pas toujours en valeur. De même, on ne pourra pas manquer la faiblesse de certains passages importants et sous-traités, sur lesquels le budget raisonnable du film a peut-être eu un impact, mais face à une telle tenue générale, on ne viendra pas faire la fine bouche. Ainsi, Anna est la preuve qu'un scénario curieux se doit d'être transcendé par la forme pour en devenir étonnant. Par la performance de son actrice et les expériences qu'il opère sur son montage et sa mise en scène avec la musique des Chemical Brothers, Joe Wright transforme l'essai et livre une œuvre parcourue de fulgurances sensorielles qui confère au tout un statut d'ovni cinématographique fortement réjouissant. Si vous cherchez un film sortant des canons hollywoodiens habituels et proposant une forme autre de spectacle, il ne fait aucun doute que cette fable moderne saura vous fasciner. Et donc forcément, I just missed your heart. Passons maintenant à un tout autre sujet puisque nous allons redescendre dans les méandres ténébreux de ce marché qu'on appelle le direct DVD. Autrefois niche de navets tous plus mauvais les uns que les autres, le monde du DTV, comme on l'appelle, a vu ces derniers temps l'arrivée de films ignorés par les distributeurs alors qu'il s'agissait ni plus ni moins de petites perles.
Je vous le donne dans le mille, les bougres récidivent une fois encore en sortant ce mois-ci directement en DVD et Blu-ray le fameux Triangle ou Triangle de notre ami Christopher Smith. S'il y a bien un réal qui nous a scotché l'an dernier et qui est devenu en l'espace de 2 films notre chouchou, c'est bel et bien Christopher Smith. Pourtant, le bougre a beau être l'un des réalisateurs de genre anglais les plus talentueux à l'heure actuelle aux côtés d'Edgar Wright, il est complètement ignoré et sous-traité en France. Certes, ses 2 premiers films, Creep et Severance, avaient bénéficié d'une sortie salle, tout ce qui est le plus normal dans notre hexagone, mais depuis, c'est le silence radar, alors même que le monsieur a enchaîné 2 autres films, qui plus est des bombes. Le deuxième et dernier en date, vous le connaissez puisque c'est bien évidemment Black Death, que l'on avait chroniqué l'année dernière lors de notre émission spéciale au NIF, et qui est lui aussi sorti en DTV lors du mois d'avril pour notre plus grand bonheur, puisqu'au cas où vous l'auriez oublié, Black Death, c'est une tuerie transdimensionnelle qui on s'y attendait pas du tout, ça sort de n'importe où, c'est bam dans ta gueule. This is crazy. You ever seen this before? Et un an avant Black Death, Christopher Smith avait déjà réalisé un film éblouissant, et ce n'est autre que Triangle, qui sort enfin chez nous plus d'1 an et demi après son exploitation dans les salles anglophones. On y suit un groupe d'amis qui part en croisière pour une journée sur un petit voilier, et qui tout à coup se retrouve perdu au beau milieu de l'océan pour se faire surprendre par une tempête dévastatrice qui mettra leur bateau en péril. Voguant à la dérive, les survivants vont alors tomber sur l'Ailos, un énorme paquebot qui va se révéler vide de tout équipage. Là, vous vous dites tout de suite qu'on va avoir affaire à un énième film d'horreur dans lequel des fantômes ou un serial killer vont s'amuser à jouer à cache-cache dans le dit bateau pour écarquiller la tronche de nos moussaillons perdus. Eh bien, devinez quoi, vous avez tort. Si Triangle démarre de manière très conventionnelle et laisse penser que le déroulement du film est couru d'avance, c'est pour mieux prendre son spectateur à revers pour le plonger dans une logique narrative démoniaque et à la construction tout simplement vertigineuse. Un petit problème se pose alors à nous puisque vous parler du film sans trop en révéler est bien difficile pour en vanter les nombreuses qualités et par conséquent ce que l'on va vous dire va vous paraître quelque peu abstrait mais qu'importe, vous comprendrez mieux après avoir vu le film. Vous allez le voir ce film. Ouais. Ce que l'on peut vous dire d'emblée, c'est que Triangle est un monstre d'écriture cinématographique. Christopher Smith nous avait déjà prouvé ses qualités de scénariste, et il faut bien admettre qu'il s'est arraché les cheveux comme il le dit lui-même dans le making-of sur ce qui ressemble par bien des aspects à un pur exercice de style. Un exercice tout sauf vain, puisque sa complexité et sa cohérence explosent tout ce qu'on a pu voir récemment dans le genre, en voyant paître n'importe quel Inception, tandis que même le récent et excellent Source Code ne fait pas le poids face à ça. Non content de reposer sur un script qui se joue du spectateur de manière virtuose en faisant preuve d'une maîtrise assourdissante de l'art du twist, Triangle use de cette structure narrative pour mieux creuser le personnage principal de Jess, une mère célibataire dont la vie ne tourne qu'autour de son fils, qu'elle veut retrouver en quittant le cauchemar dans lequel elle et ses amis se retrouvent empêtrés. Ships don't just magically appear out of nowhere, they have skippers. I mean, in your world right now, maybe they don't. My world is waiting outside school for his mother to pick him up and talk to me about my world. Jess, I'm sorry. Un détail a priori secondaire et qui pourtant a toute son importance, tant le film va au fur et à mesure dériver dans le thriller psychologique au travers de multiples strates de lecture thématique et narrative. L'évolution du personnage est d'ailleurs constamment opérée en lien avec les mécaniques du récit, Smith accordant un soin tout particulier à son héroïne sans jamais se perdre dans les méandres d'un film qui emprunte autant en survival qu'au fantastique, et dont certains points rappellent autant la 4ème dimension qu'un certain Shining, des références complètement assumées et digérées par le cinéaste. Le script incroyable du film n'aurait pas pu être porté par une mise en scène quelconque, et ça tombe bien, puisqu'une fois encore, le réalisateur montre qu'il en a dans le ventre. Assisté par un montage qui parvient à respecter à la lettre la densité colossale du récit sans jamais nous y perdre ou s'y casser les dents, Triangle se révèle estomacant tant il parvient à retourner les attentes du spectateur contre lui, se jouant de notre frustration lors de certains passages pour mieux nous la retourner en pleine poire par la suite. Que ce soit dans les cadres d'une précision millimétrée et dont la richesse de composition ne se révèle parfois que bien plus tard, ou dans une photographie jonglant avec la facette surréaliste de l'histoire dans une lumière presque onirique, la réalisation sans fioriture du cinéaste embrasse son sujet avec une pertinence délirante et se révèle bien plus anxiogène et terrifiante qu'un Black Swan avait bien pu le faire sur un thème sensiblement similaire. On vous en a déjà trop dit, et encore, on ne vous a pas parlé du final grandiose et nihiliste qui se targue de remettre une ultime fois tout en cause, tandis que l'envie de remater immédiatement le film pour en saisir toutes les subtilités le ronge dès l'apparition du générique. Évidemment, Triangle possède tout de même quelques faiblesses, et certains reprocheront à juste titre des effets spéciaux assez dégueux par moments à cause du faible budget de la production, ou les performances de certains acteurs en demi-teinte face à une Melissa George qu'on n'avait jamais vue aussi juste. Pourtant, Christopher Smith balaye tout ça d'un revers de caméra grâce à sa réalisation, tandis qu'on retrouve les éléments qui ont fait le sel de ses précédents films,
à l'image d'un humour noir parfois très mordant et opérant des ruptures de ton pour le moins rafraîchissantes sans jamais casser une ambiance sur le fil du rasoir du début à la fin. Triangle ressemble donc bien à son réalisateur, qui explore une fois de plus un genre très codé pour mieux le faire exploser de l'intérieur, avec une écriture sidérante de cohérence dans sa construction alambiquée, et dans lequel il fera bon de se perdre au fil du visionnage pour en saisir tous les indices parsemant la chose. Une paire de cinéma de genre à voir et à revoir, tandis que l'on peut soit remercier CTV International de le sortir en France dans une édition techniquement irréprochable, ou alors cracher son venin sur des distributeurs qui sont passés une fois de plus à côté d'un grand film. Là, c'est une évidence, le Clonweb approuve s'impose, et si vous ne foncez pas vous procurer cette bombe dans le magasin du coin, autant vous dire que ça ne sert plus à rien de regarder cette émission. Voici dans un décor que vous connaissez, puisque nous sommes avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Pour parler d'un film événement, d'un film que tu attends beaucoup, d'un film de quelqu'un dont nous avons un petit peu peur ici, quand même il faut l'admettre. Le nouveau film de Michael Bay, j'ai nommé Transformers 3. Alors c'est intéressant que nous soyons tous les deux parce qu'à l'origine, il y a un peu les deux camps, c'est-à-dire qu'il y a le camp qui déteste les deux premiers Transformers et celui qui adore. Alors on nous avait annoncé un truc en 3D qui serait plus posé, plus calme. Michael Bay s'était excusé quand même après Transformers 2 pour son scénario de merde, je cite. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Est-ce que Transformers 3 pour toi a réussi à passer là-dessus On va commencer. Alors, le scénario d'abord. Ah, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le scénario. Il y a beaucoup de choses à dire sur le scénario. À mon sens, plus access et plus intéressant que le précédent qui partait un peu en sucette et il y avait des trucs un peu dans tous les sens. Là, c'est aussi le cas, mais pour le public qui apprécie pas forcément, c'est carrément plus digeste. Bah déjà, ouais, en fait, ils ont diminué un peu drastiquement le nombre de personnages. Parce que je me souviens que le 2, il y avait plusieurs intrigues qui se recoupaient tous à la fin, mais c'était vraiment le bordel. Et là, malgré tout, qui est quand même notamment sur la dernière heure, on est quand même centré sur un groupe très restreint de personnes. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de passages où les combats sont intercoupés. Alors, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'on est là, on est bien, on voit un super combat de robots qui est correctement filmé par rapport au précédent. On va revenir. Et on est interrompu par une scène avec des humains ailleurs. Et finalement, ça a un peu tendance à casser le rythme et surtout, c'est un peu pénible quoi. On était bien et on est basculé ailleurs, c'est un peu bizarre. D'autant que en fait, tout ce qui se passe dans la ville, ça tourne autour d'une tour. Et le truc, c'est que je sais pas si tu as eu cette sensation-là, mais devant le film, je trouve que tout ce qui se passe avec les humains qui en gros essaient d'arriver à cette tour, en termes de spatialisation, tu comprends jamais où ils sont. Ouais. D'un seul coup, ils sont à un coin de la ville, sur l'autre coup, c'est un peu le bordel. Exactement. À un moment donné, on a l'impression qu'ils font une opération avec les trucs volants là, où ils sont les wingsuits où ils sont en chute libre. Et là, on se dit qu'ils sont à 2 doigts de la tour et qu'ils ont juste un bout de rivière à traverser et qu'ils vont y arriver. Alors qu'en fait, ça a l'air d'être encore super long. Malheureusement, même si c'est quand même 20 fois plus supportable que Transformers 2, il y a 1 heure de film qui ne sert à rien. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Il y a le tout début du film sur la Lune, eh bien, intéressant. Il est nécessaire à l'histoire et ok. Et puis après, on bascule dans une espèce d'introduction géante dans laquelle on nous rappelle ce que Sam est devenu. On se tape la présentation de sa nouvelle copine en petite culotte. On se tape tout un tas d'introductions, réintroductions de personnages et d'intrigues. Et c'est très long et c'est un peu lourd. Bah c'est un peu du Transformers pur jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau dire Michael Bay s'est calmé, Transformers reste Transformers avec malgré tout toujours ces petits robots qui sont là pour faire un espèce d'humour débile, surtout des passages qui sont complètement hystériques avec un espèce de chinois qui s'est échappé du Very Bad Trip pour se déshabiller sur Shia LaBeouf ou des trucs comme ça qui sont tellement à côté de la plaque que tu regardes le truc en disant oui bon ok on pourrait passer outre. C'est étrangement moins drôle que Transformers 2, donc il y a moins de scènes d'humour volontaires, mais par contre tous les personnages, pour la plupart, sont quasiment tous insupportables. Même Shia LaBeouf d'ailleurs, hein, il a des scènes où moi j'avais envie de lui mettre des gifles. Il y a toujours ce côté, encore une fois hystérique, notamment je pense à tout le passage où il est avec une espèce de monde Decepticon où il se jette contre les murs et tout.
des trucs qui sont qui se veulent un peu potache, mais en fait c'est assez marrant parce que c'est un univers qui veulent traiter, qui a un espèce de premier degré, et ils peuvent pas s'empêcher de mettre plein de trucs comme ça qui partent complètement en sucette. C'est d'autant plus dommage que ça coupe ces fameux combats de robots qu'on vient voir. On est quand même là dans la salle pour voir des robots se foutre sur la gueule. Et d'ailleurs, des combats de robots. Parlons-en. Il y a quand même certains moments dans les batailles où ils sortent une pièce, tu sais pas d'où elle vient, et c'est dû au production design depuis le premier. C'est quand même des machines qui sont tellement complexes avec des milliers de pièces machin que par moment t'as un peu de mal à comprendre exactement ce qui se passe dans le robot. Mais c'est vrai que c'est, on peut le dire, la 3D est la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée à Michael Bay. On peut le dire. Et moi je vais plus loin, je veux dire que c'est un des 2-3 films où la 3D apporte quelque chose finalement. Bah, c'est tellement... déjà il y a une profondeur qui est folle, et c'est surtout que cette sensation de gigantisme et de puissance des robots, comme ils sont plus en présence, elle est encore accentuée, quoi. Exactement. Et il y a 2-3 scènes qui, grâce à la 3D, sont vraiment très intéressantes. Le combat final est vraiment très très bien gaulé. Il y a aussi cette histoire avec les wingsuits où les mecs tombent en chute libre d'immeubles, et là la profondeur de champ est absolument hallucinante. Moi j'en ai pris plein les yeux à ce moment-là. C'est quand même malade, Michael Bay, il a été jusqu'à mettre des caméras 3D sur les mecs qui ont fait les vrais sauts en plein milieu de Chicago, quoi. Ouais, et ça a un rendu fou. Là, vraiment la 3D a vraiment un intérêt. Et même sur moi il y a un des trucs qui m'a le plus impressionné, c'est au début du film où on assiste à la bataille de Cybertron, et on a une espèce de bataille spatiale où on suit les vaisseaux en train de faire des mouvements de caméra super complexes et tout. En 3D, putain, ça a une gueule, mais absolument hallucinante. Tu te dis, quand est-ce qu'ils nous font un vrai space opéra en 3D, quoi. Non, oui, carrément. Là, franchement, ça marche bien. Malgré tout, il faut quand même mettre cette distance-là pour les gens, et j'en connais beaucoup qui le détestent. Ça reste du Transformers, c'est-à-dire que c'est d'une connerie quand même absolument hallucinante durant certains passages. C'est ultra misogyne, notamment l'actrice qui remplace Megan Fox, la première fois qu'on la voit, on filme son cul, c'est à peu près ça pendant tout le film. Donc c'est misogyne, c'est super raciste. L'armée US, c'est la meilleure force de toute l'histoire de la planète. Les Américains sont trop forts. Bon voilà, ça reste Transformers quand même, malgré tout. Mais à côté de ça, il y a les meilleures scènes d'action de la trilogie. Il y a 2-3 passages complètement dingues. C'est quand même le premier Transformers qui est supportable à regarder, et dans lequel il y a quand même certains passages qui sont très plaisants. Et ouais, c'est assez rare, enfin c'est tellement inattendu qu'il faut le signaler. Et l'amateur des premiers films, ou plutôt des premiers films, pense aussi que c'est vraiment le meilleur de la trilogie. Il y a encore plein de trucs à acheter, et quand le Blu-ray sortira, on se passera encore le film en accéléré pour les scènes pénibles, mais il y a vraiment de très bonnes choses. Ouais. Donc si vous voulez un spectacle pyrotechnique absolument décérébré, mais quand même ultra spectaculaire, Transformers 3 sort le 29 juin en salle. Cette émission du mois de juin est déjà terminée, c'est triste. On vous a parlé de Anna, premier film que l'on approuve de l'émission, super intéressant, espèce de conte de fées moderne, assez curieux mais vraiment bien fait. Et ne serait-ce que pour certaines scènes du film qui sont absolument énormissimes, il faut absolument aller le voir. On vous a aussi parlé de Triangle, de notre ami Christopher Smith, qui est aussi que l'on approuve. Ouais, c'est vachement bien, allez-y. Et oui, vous avez intérêt à l'acheter, parce que sinon, ça ne sert à rien de regarder cette émission, encore une fois. Même si ne regardez pas la bande-annonce et ne regardez pas trop la jaquette, parce que ça a tendance à spoiler un peu, mais regardez-le les yeux fermés, voilà. Achetez-le les yeux fermés. Et enfin, Transformers 3, de notre ami Michael Bay. Qui était bien au final, hein. C'est quand même le meilleur des trois. C'est le plus regardable des trois, c'est le plus supportable des trois. Voilà. Après, chacun son point de vue, mais on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur des trois. Que c'est le meilleur des trois, malgré leur intro. Et que vous savez quand même à quoi vous attendre en allant le voir. Sinon, dans les sorties, dont on parle rapidement à la fin, la première, c'est évidemment la sortie de Tron l'héritage, Tron Legacy en Blu-ray, sachant que Disney, qui fait des très bons Blu-ray, a accompagné ça avec le deuxième, et que vous pouvez avoir les deux dans un petit coffret Fnac fort sympathique. Donc c'est que le même approuve, et c'est du très très bon cinéma. À voir en Blu-ray. Ouais, à voir en Blu-ray, ils ont fait un super boulot de restauration sur le film d'origine. Et puis le nouveau est plus hallucinant. Ouais. Donc voilà. On a aussi un autre coffret qu'on attendait énormément. Le précieux. Alors si vous regardez cette émission au premier jour de sa diffusion, il sortira sort demain. Si vous la regardez plus tard, il est sorti depuis le 28 jours. Donc c'est absolument indispensable. En attendant The Hobbit, encore un Blu-ray qu'on regardera des milliers de fois.
Exactement. Surtout contrairement à la première édition, le transfert est très très bon. Donc voilà, une trilogie qu'on ne présente plus, absolument indispensable. Le Seigneur des Anneaux en Blu-ray version longue, avec une édition Fnac aussi spéciale dans laquelle il y a une masterclass de notre ami graphique Juni. Donc voilà. Ouais, qui avait été filmé lors de l'avenue de Peter Jackson pour la promo des 2 tours il y a quelques années. Donc si vous voulez un bonus en plus, allez-y. Et enfin, alors là c'est l'édition américaine, mais ça sort en France, le dernier tome de Scott Pilgrim, Finest Hour, toujours dessiné et écrit par Brian O'Malley. Vous savez tout bien qu'on pense de Scott Pilgrim. Personnellement, je ne l'ai pas encore lu parce que j'attends la sortie. Enfin, j'attends d'avoir mon tome français. Mais est-ce que cette fin est aussi bien que toute la série? Oui. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà oui, allez-y. Foncer en librairie, très bien. acheter Scott Pilgrim, Finest Hour. Voilà, d'ici là, nous on se retrouve le mois prochain pour une émission dans laquelle il y aura sûrement des super-héros et des sorciers. Enfin, on sait pas, mais ça devrait être encore blindé, je pense, en gros film qui tâche. Et d'ici là, on se retrouve le mois prochain. Allez sur Clomel, partagez vos avis, faites tourner l'émission et allez au cinéma. Ciao. Ciao.